sont une personne qui se connecte pour la première fois. Donc, on a plaisir de vous retrouver ce soir autour du docteur Bozena Michalak, qui est médecin généraliste à Marseille, expert en micronutrition et en médecine fonctionnelle, passionné de nutrition et de médecine fonctionnelle et titulaire de plusieurs DIU. Un de diététique et alimentation santé à Marseille et un autre alimentation santé micronutrition de Dijon. Elle participe par ailleurs à de nombreuses études cliniques et en formation continue dans plusieurs symposiums et de groupes d'experts dans son domaine. Nous avons l'habitude de la retrouver maintenant assez régulièrement pour traiter de sujets qui nous intéressent. Et ce soir, elle va traiter tout particulièrement de la peau et on va tout savoir sur comment protéger notre peau. Et moi, je suis Mounia Benada, distributrice chez Duolife et également ambassadrice de la fondation World Healthy Foundation. Je vais vous laisser la parole, docteur Bozena, et je vais juste, pour terminer, vous indiquer que vous pouvez poser vos questions tout au fil de l'eau, qu'on regroupera à la fin de la conférence, de manière à pouvoir échanger avec le docteur sur les choses qui vous ont interpellé. Je vous remercie à tous. Voilà, bonsoir donc à tous encore une fois. Alors, je vais mettre mes diapos. Hop. Non, d'abord, il faut que je partage l'écran. Zoom, c'est où ça? Voilà, j'arrive. Hein. Partager l'écran. Lancer diaporama. Je me remets ici. Voilà. Allez, c'est parti. Vous m'entendez? Parfait. Donc, ce soir, nous allons parler de la peau. La peau, souvent, on a l'impression que c'est juste l'enveloppe externe de notre corps qui nous sépare du monde extérieur. Mais en fait, la peau, c'est un véritable couteau suisse qui a de nombreuses fonctions. Et vous verrez qu'il y a une vie incroyable au niveau de notre peau. Elle nous sépare de l'extérieur, mais tout en même temps, nous connectons à l'intérieur pour qu'elle puisse... elle nous connecte à l'extérieur pour que notre intérieur puisse communiquer et se repérer dans le monde extérieur et interagir aussi au niveau des relations avec d'autres êtres humains ou d'autres êtres vivants du monde extérieur. Donc, pour vous donner donc une idée, donc la peau, notre silhouette contient, elle a une superficie de 2 mètres carrés, pèse à peu près 4 à 5 kilos, donc qui correspond à peu près à 16% du poids du corps. De point de vue chimique, elle est constituée de 70% d'eau, 27% de protéines, un peu de matière grasse, beaucoup de sels minéraux et des oligoéléments. La peau, l'eau dans la peau, elle est essentielle parce qu'elle garantit son bon fonctionnement et elle a de nombreuses fonctions au niveau, par exemple, régulation de la température, hydratation, élasticité et donc dans les fonctions aussi donc, de l'inflammation et de protection du milieu extérieur si nous n'avons pas suffisamment d'eau dans notre organisme, la peau se déshydrate et la barrière n'est plus étanche. Hop, est-ce que c'est pas un bon endroit de la flèche? Voilà, comme d'habitude. Voilà. Donc, la peau est constituée aussi donc, de 3 couches de tissu. La couche principale de la peau, c'est le derme, sur lequel il est posé l'épiderme. Il est posé, mais il est intimement lié au derme. C'est l'épiderme, comme on dit, c'est sur le derme, c'est le toit de la peau. Et la couche interne qui est l'hypoderme. Mais dans ces 3 couches aussi, on a des annexes qui sont les cheveux et les ongles.
Donc, on va commencer par la couche la plus externe donc, de notre corps, qui est l'épiderme. C'est un tissu qui est semi-perméable, qui permet donc entrer ou sortir de l'eau ou certaines substances à travers la peau, mais c'est quand même très sélectif et la fonction barrière est primordiale à ce niveau-là. Il est constitué donc de cellules qui s'appellent les kératinocytes, qui sont superposées. Il y a environ de 200 couches donc de cellules superposées qui sont étroitement imbriquées les unes avec les autres pour garantir la parfaite étanchéité aux agressions extérieures. Mais dans cette couche aussi donc, de l'épiderme sont plantées les cellules qui donnent la couleur de la peau qu'on appelle des mélanocytes. Donc vous voyez ici un mélanocyte ici. Donc ça, ce sont des cellules avec plein de ramifications qui contiennent la mélanine qui est le colorant de la peau, mais ils sont donc entremêlés avec les kératinocytes et au fil que la peau va de l'intérieur vers l'extérieur, ça fait une couche protectrice contre les UV pour ne pas atteindre les organes internes. Et aussi, il y a les cellules de Langerhans, ce sont des cellules de défense immunitaire. Ce sont des cellules dendritiques qui sont là pour capter tout étranger qui arrive à franchir la barrière pour avertir ensuite le système immunitaire pour avoir une réponse immunitaire adaptée. Donc, la peau pousse de l'intérieur vers l'extérieur au niveau de l'épiderme. Donc, vous voyez qu'il y a 5 couches différentes. La couche basale, la plus en profondeur, elle n'est pas lisse, elle est toute ondulée pour justement garantir la meilleure performance de la peau. Et cette ondulation de cette couche basale, nous pouvons l'apercevoir sur nos mains, sur nos pieds, parce que c'est ça qui donne nos empreintes digitales en fait. C'est ça qui garantit l'applicature de la peau pour une meilleure adhésivité si nous devons aller au combat ou à la chasse ou défendre notre vie. Ça permet justement avoir donc une meilleure préhension et meilleur accrochage en cas de nécessité. Ce que nous avons donc hérité au cours de l'évolution. Donc, la vie de l'épiderme commence donc sur cette couche basale. Donc, chaque fois qu'il y a une cellule qui se desquame au niveau de la couche la plus externe, il y a une cellule de la couche basale qui se divise pour que le nombre de cellules au niveau de l'épiderme reste toujours le même. Donc, nous perdons environ 1 million de cellules par jour. C'est énorme, mais autant de cellules se divisent et pour compléter, pour que le stock de cellules qui nous protègent au niveau de l'épiderme reste toujours le même. Et donc, les cellules qui avancent donc, vers l'extérieur, elles deviennent, donc, la couche suivante, c'est la couche épineuse. Donc, ces cellules s'accrochent les unes aux autres par des desmosomes constitués de protéines complexes et des substances chimiques qui garantissent donc, la solidité de l'accrochage qui reste bien serrées les unes contre les autres. Et puis, plus ça va vers l'extérieur, plus à la fin, vous voyez les kératinocytes, ils s'aplatissent, ils perdent leur noyau et la couche cornée deviennent des cornéocytes parce qu'ils ne possèdent plus donc, de noyaux. Ils sont simplement gorgés de kératine qui est synthétisée en grande quantité à partir de la couche basale jusqu'à la couche granuleuse où quand il n'y a plus de noyau, donc il n'y a plus de synthèse de protéines, plus de synthèse de kératine, mais ces cellules fondent quand même une barrière très étanche, ce qu'on appelle le film hydrolipidique, qui recouvre donc toute la couche cornéenne. Les cornéocytes, ils sont liés les unes avec les autres avec une substance qu'on appelle ciment intercellulaire, qui est créé donc du sébum.
et donc qui contient des phospholipides qu'on appelle des sphingomyélides et aussi céraminosides, ce qui fait que la couche est vraiment imperméable aux agressions extérieures, à l'eau, au froid, même au choc mécanique, ça peut résister pour éviter les pénétrations de l'étranger vers l'intérieur de notre corps. L'hydratation de cette couche, elle est indispensable parce que si il n'y a pas suffisamment d'eau, il y a trop d'évaporation d'eau et le pH, l'acide n'est plus garanti. Donc ça encore est une source potentielle à la pénétration donc, des bactéries puisqu'ils se trouveront plus confortables quand il y a moins de défense sur la surface et ça peut nous être préjudiciable. Voilà. La deuxième couche, la plus importante, la plus épaisse, c'est le derme. Ce n'est pas la même qualité du tissu, ce ne sont pas les kératinocytes. Ici, donc, la plus grosse partie structure est faite de fibroblastes qui créent une matrice intercellulaire dans laquelle on trouve donc des fibres de collagène, de fibres d'élastine, acide hyaluronique qui garantit donc élasticité de cette couche, mais on trouve ici des vaisseaux sanguins qui nourrissent la couche précédente, donc l'épiderme, qui nourrissent aussi les cheveux qui se trouvent dans cette couche. Il y a plein de terminaisons nerveuses et aussi on a donc les glandes sébacées qui sécrètent du sébum et aussi les glandes sudoripares qui sont responsables donc de la transpiration. Donc, dans le derme, nous trouvons donc des fibroblastes qui, en grande quantité, fabriquent donc du collagène, qui est la protéine principale du derme, qui fait que donc la peau elle est résistante aux tensions et à la traction. Donc, la bonne qualité du collagène garantit que la peau elle est élastique, elle revient à la forme précédente une fois l'étirement est terminé. Donc, si la qualité du collagène n'est pas suffisante parce que c'est des problèmes de nutrition, de vitamine C par exemple, donc une fois la peau étendue, elle reste étendue et ça peut être une source donc de vergeture et de vieillissement prématuré de la peau. Donc là, je vous ai mis un schéma donc de fibres de collagène. Vous voyez, donc ça, c'est une triple hélice de chaînes de perles de protéines qui sont enroulées, 3 hélices les unes contre les autres. Et en plus, donc avec ça, elles forment des fibres de plus en plus larges, de plus en plus entortillées, qui garantissent une grande solidité et une grande résistance à cette molécule. Elles sont entremêlées aussi avec donc, les fibres de l'élastine que vous voyez ici Ici, ça, ce sont des fibres élastines qui donnent, comme le nom indique, élasticité à la peau. Et entre ces fibres, il se trouve de nombreuses molécules d'acide hyaluronique qui garantit, donc qui est gorgée d'eau, qui a un grand pouvoir de garder l'eau sur ces molécules, qui garantit une belle hydratation de la peau, ce qui fait que notre peau, elle n'est pas fripée, elle est lisse quand elle est bien hydratée, bien tendue, comme une peau de bébé. Voilà. La structure la plus profonde de la peau, c'est l'hypoderme. L'hypoderme, on appelle également le tissu sous-cutané parce que en fait, il s'attache profondément avec les tissus et les organes plus profonds hein, qui se trouvent en dessous de la peau. Donc, il est entre deux en fait. Et il est constitué principalement donc, de tissu adipeux. C'est la forme de réserve de notre organisme. Mais aussi, il a une grande fonction, ces fonctions donc protection contre les chocs, parce que ça fait un coussinet qui permet donc de protéger les organes internes des chocs, mais aussi dans la thermorégulation et aussi une grande réserve énergétique. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'adipocytes qui sont agglutinés ici dans cette couche, et qui est très vascularisée pour amener et enlever donc,
les acides gras, si on a besoin de stocker, donc ça s'appelle la lipogénèse. Si on les déstocke, ça s'appelle la lipolyse. D'accord? Et donc fournissent donc de l'énergie aux couches supérieures ou c'est simplement déstocké pour les besoins de l'organisme, les organes les plus près. Chez les hommes, l'organisation de ces cellules, elle est différente que celle de femmes. Ils sont beaucoup plus organisés, donc en forme gothique, avec les fibres produites par des fibroblastes, ce qui fait que les hommes ne font pas de cellulite. Chez les femmes, ces cellules, elles se gorgent donc de matière grasse, surtout sur certaines zones, pour une réserve pendant, par exemple, la grossesse et l'allaitement, pour que maman puisse avoir de l'énergie pour nourrir son bébé. Et donc, c'est ça qui, une fois elles sont gorgées d'eau, c'est ça qui donne, qui sont gorgées donc de graisse et font la rétention d'eau entre, c'est ça qui donne la peau d'orange. Et les annexes de la peau, donc nous retrouvons ici les glandes sudoripares, les glandes sébacées et les follicules pileux. On va commencer par les glandes sudoripares. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a garanti la survie de l'homme? Qu'est-ce qui fait que ce que nous sommes aujourd'hui, que l'homme a pu évoluer? On peut dire que c'est grâce à notre cerveau et notre capacité donc de l'appréhension que nous avons pu obtenir l'opposition du pouce. C'est ça qui nous garantit la manutention et développement des outils. Ben non, si nous n'avons pas développé les capacités d'adaptation grâce à la peau et les glandes sudoripares en particulier, nous ne pourrions pas survivre dans le milieu chaud, puisque nous avons perdu donc la fourrure, le poil, donc la peau est nue, et elle transpire pour survivre. Et donc ça, c'est un fabuleux mécanisme de survie. Nous, en moyenne, nous évacuons 500 millilitres d'eau par jour. Hein, ce sont les pertes fixes. S'il fait plus chaud, certaines personnes peuvent transpirer jusqu'à 2-3 litres d'eau par jour. Donc autant il faut compenser les apports hydriques pour ne pas se retrouver déshydraté par ailleurs. Les glandes sudoripares sont très nombreuses à la surface de la peau. Il y en a environ entre 500 et 1000 par centimètre carré de peau. Et elles sont particulièrement nombreuses sur certaines zones, donc sur les mains, et sur les paumes des mains et les pieds, sous les aisselles ou d'autres parties du corps sont un petit peu plus dispersées. Donc ça dépend des besoins. Donc elles sont en forme donc comme un spaghetti entortillé. Il y a deux sortes de glandes sudoripares. Donc il y a des glandes apocrines qui se trouvent sur les aisselles, sous les aisselles et au niveau donc des parties génitales, sur le périnée. Elles s'ouvrent au niveau des follicules pileux qui se mélange avec du sébum. Les rôles est simplement, c'est un filtre d'amour. Parce que mélangé à ce sébum, elles sécrètent des phéromones qui font une attirance pour notre plaisir. Enfin, ça c'était le modèle de survie pour s'accoupler et pour choisir son partenaire en fait en fonction de l'odorat. Donc c'est indispensable quelque part à la vie, à la perpétuation de l'espèce. Et les autres glandes, ce sont les glandes écrines qu'on appelle, qu'ils s'ouvrent donc au niveau du port des peaux sur tout le corps et sécrètent donc les grandes quantités de la sueur, mais aussi donc c'est un émonctoire, donc certaines toxines du corps peuvent être excrétées par ces glandes sudoripares. À la peau, la sueur se mélange avec le sébum. Elle est dégradée par des bactéries qui se trouvent sur la peau et c'est ça qui fait que la sueur a une odeur. Au départ, elle est inodore, mais une fois arrivée à la peau et réagit avec la peau morte et les autres sécrétions, ça donne une odeur. Des fois, ça peut être une odeur nauséabonde, mais c'est aussi
Cette odeur, par exemple, pour les enfants, l'odeur de la maman, c'est quelque chose de très apaisant. Ça peut créer des liens affectifs. Ça peut permettre, une fois, c'est une odeur assurante, ça permet même pour nous, sentir l'odeur d'un être cher, c'est apaisant, ça sécrète de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et ça apaise l'esprit. Donc, ça a une action déstressante. De point de vue plus général, le rôle de la sueur, c'est la thermorégulation. Donc, s'il fait chaud, on sécrète beaucoup plus donc, de la sueur qui arrive à la peau et les vaisseaux sanguins qui sont dilatés dans la peau donc, sont rafraîchis directement puisque ça baisse la température corporelle de surface. La peau rafraîchit en surface, circule à l'intérieur et rafraîchit corps pour garder notre thermostat entre 36 et 38. Vous savez qu'au-dessus de 42 degrés, ça peut être fatal. Donc, il est impératif de garder la température corporelle constante. Deuxième chose aussi, c'est quand il fait froid, le mécanisme de la régulation, il ne passe pas par la sueur, mais il passe par le petit muscle ici. Pas précédente. Il y a le muscle qui s'appelle le muscle horipilus, ces muscles-là, voilà, s'il fait froid, il se contracte et le muscle contracté, vous savez, il dégage de l'énergie, de la chaleur. Donc, à nouveau, les capillaires qui se trouvent dans la peau se sont réchauffés et se sont réchauffés, donc réchauffent le reste du corps. Je voulais vous apporter encore une petite anecdote que je trouvais, il y avait une étude intéressante qui a été faite et qu'on a réussi à faire une greffe du microbiote de la peau chez des jumeaux, des vrais jumeaux. Il y avait un jumeau qui avait une odeur très désagréable, voire nauséabonde, et l'autre jumeau, le vrai jumeau, avait une odeur qui était inodore. Et donc, on a réussi à transplanter donc, le microbiote de la peau des jumeaux qui n'avaient pas d'odeur aux jumeaux qui sentaient mauvais. Et pendant 1 an, le jumeau transplanté, il n'avait plus d'odeur. Après, sa sueur n'avait plus d'odeur. Donc, ça ouvre peut-être des perspectives thérapeutiques à venir chez les gens qui ont une odeur insupportable pour son entourage. Et ensuite, nous avons le follicule pilosébacé. Donc, on va commencer par la glande sébacée. Ça, c'est une petite glande qui se trouve à côté du poil et donc sécrète dans le canal folliculaire. D'accord? Donc, au fil du temps que le cheveu pousse, il se trouve graissé par le sébum sécrété par cette glande. Ce sébum, il participe à la formation du film hydrolipidique en surface de la peau, mais aussi sert de nourriture pour de nombreuses bactéries qui se trouvent en surface. Et pareil, dans le sébum excrété, se trouvent de nombreuses toxines que notre corps évacue de l'organisme. Jusqu'à la puberté, cette glande ne pose pas de problème. Pendant la puberté, sous influence d'hormones, on commence à sécréter une grande quantité du sébum qui se trouve, on va dire, comme nourriture pour de nombreuses bactéries. Et qui commence à proliférer sur la peau. Et le canal folliculaire se retrouve bouché par cette quantité du sébum, éventuellement les peaux mortes s'il y a une sécheresse de la peau associée. Et cette prolifération de bactéries peut donner des inflammations au niveau de la peau, des comédons ou des boutons de l'acné qui empoisonnent la vie de nombreux adolescents. Mais sachez que dans les pays où ils ont gardé un mode de vie traditionnel, ils n'ont pas d'alimentation type occidentale, ils gardent alimentation à base de produits frais, de fruits et légumes, les céréales complètes, ils n'ont quasiment pas de cas de l'acné. Donc, on peut dire que l'acné, c'est vraiment une maladie occidentale liée à notre mode de vie et notre environnement. Donc,
Voilà, c'est une grande couche, donc la couche hydrolipidique qu'on a vue déjà précédemment. Nourriture, donc de la flore commensale, donc c'est la flore bactérienne qui vit avec nous depuis le début. Mais également, ça participe à la protection contre les UV parce que ça absorbe donc, les UV et empêche leur pénétration plus profonde. Et donc et aussi de nombreuses substances qui nous protègent de l'agression par des bactéries qui font partie donc, de l'intégrité de la barrière cutanée. OK, donc ça, et à la fin, nous avons le poil, les cheveux, qui sont donc encore très fournis sur le cuir chevelu, mais le reste de notre peau, on dit, nous avons une peau glabre, ça veut dire qu'elle est très peu poilue, c'est juste les petits poils fins qui fait notre particularité. Donc, les glandules sudoripares compensent la perte de cheveux par la transpiration pour nous protéger donc, de la chaleur. Et donc les kératinocytes commencent dans la papille, très vascularisés. Ce sont des kératinocytes bourrés de kératine qui poussent donc à partir de la papille vers le haut. Il y a plusieurs cycles donc de la pousse du cheveu, c'est la phase anagène, catagène et télogène. La phase anagène, c'est la première phase où le cheveu commence à pousser. Catagène, la pousse est arrêtée. Télogène, c'est la chute de cheveux et notre cheveu prend le relais. Donc, la pousse de cheveux est génétiquement conditionnée. Donc, chez les hommes, il y a certains hommes sous influence donc, génétique et hormonale, ils perdent davantage, donc c'est la fameuse calvitie, hein, même chez les jeunes. Et chez l'homme, une durée de cycle de cheveux dure 3 ans. Chez la femme, c'est 4 à 6 ans. D'accord? Donc, génétiquement, nous faisons 25 à 30 cycles tout au long de notre vie, ce qui fait que nous avons suffisamment de cycles pour garder les cheveux toute notre vie. La kératine, c'est à l'image aussi donc du collagène. C'est une protéine qui est entortillée plusieurs fois sur elle-même pour créer des fibres qui forment le poil, qui est sur l'extérieur. La kératine est formée donc la couche la plus externe donc du cheveu, et ce sont des écailles qui normalement sont très adhésifs, collées les unes contre les autres. Et vu que ça dure plusieurs années, le cheveu pousse très lentement dans sa phase catagène, pousse 1 cm par mois si tout va bien. Donc, si nous voulons, par exemple, faire un dosage de recherche de toxines, de métaux lourds en particulier, ils sont excrétés dans les cheveux et nous pouvons, donc, par l'analyse des cheveux, vérifier s'il y a une intoxication aux métaux lourds. Donc, la peau, comme je vous ai dit, c'est un véritable couteau suisse. Elle a plein de fonctions différentes. Donc, la plus importante, c'est notre barrière externe qui nous sépare du monde extérieur, nous protège des agressions physiques, thermiques, donc à la température trop haute ou trop basse, ou les différentes agressions chimiques par des produits abrasifs, qui aussi est faite pour empêcher ou diminuer la pénétration des agents infectieux par les mécanismes qui sont mis en place donc à travers les cellules de l'adhérence, nos défenses immunitaires, ou par l'étanchéité de la barrière pour empêcher les bactéries de pénétrer à l'intérieur. Synthétise la vitamine D pour en faire profiter à tout l'organisme, donc sous effet des UV de la lumière. La thermorégulation qui évacue l'eau et la chaleur en période chaude, et vasoconstriction des vaisseaux pour diminuer les pertes de chaleur en période froide, ce que nous venons de voir. Et ce qui est aussi très intéressant, la peau, c'est un principal organe du toucher. Le toucher, c'est sensation qui fait ce que nous sommes presque. Le toucher, ce sont les yeux de la peau.
Le bébé, quand il naît, le premier sens, c'est le toucher. Les récepteurs sensitifs sont très développés autour de la bouche et en particulier sur les mains pour que nous puissions nous bien repérer dans notre monde extérieur. Et donc, pour que le toucher soit possible, il y a toute une panoplie des récepteurs de toucher dans la peau. Et donc, je veux vous faire ça sur un exemple. Donc, si nous devons ouvrir la porte avec une clé, donc déjà, nous avons les premiers récepteurs qui se mettent, qui sont activés. Ce sont les petits disques de Merkel qui commencent à détecter la moindre pression sur la peau. C'est la pression qui produit la clé que nous prenons en main. Et cette stimulation de ces récepteurs, elle va rester tout au long, tant que nous tenons la clé en main, il va être activé. Il y a un autre récepteur ensuite qui s'active, ce sont les petits corpuscules de Messner. Si je trouve, voilà. Les corpuscules ici qui se trouvent donc juste sous le derme, qui sont également très sensibles au toucher, détectent donc la moindre onde de pression. Et eux, ils sont activés une fois, ils perçoivent donc le toucher. Et deuxième fois, une fois l'action cesse. Donc ça, c'est un rôle important. Par exemple, nous ne sentons pas nos vêtements. Une fois nous les avons posés, eh bien, on ne les ressent pas qu'ils nous touchent tout le temps. Ou quand on est assis sur la chaise, nous oublions finalement que ce toucher d'être assis sur la chaise nous parvient au cerveau. Sinon, nous ne pourrions pas les supporter et ça nous parasiterait trop le fonctionnement de l'organisme. Donc, nous avons notre clé dans la main. Maintenant, il faut la tourner. Donc, nous avons les corpuscules de Ruffini qui sont un peu plus profonds dans la peau, qui sont un petit peu plus nombreuses, qui sont sensibles à l'étirement. Donc, quand nous tournons la clé dans la porte, donc cet étirement que la peau provoque par le petit mouvement, ils perçoivent donc ces étirements minimes de la peau, ils envoient les stimuli au cerveau qui l'analyse et en fonction adapte notre mouvement. Les derniers, ce sont les corpuscules di Pacini qui, eux, sont donc beaucoup plus sensibles, sont entortillés, on dirait une empreinte digitale. Ils sont aussi sensibles à l'étirement, à différentes vibrations. Et ils sont beaucoup moins nombreux. Sur la paume de la main, par exemple, 2 suffisent pour percevoir donc toutes les sensations au niveau des étirements. Mais ça permet de développer ce sens du toucher qui, chez personnes aveugles, par exemple, il est extrêmement développé. Il permet presque de le voir avec les yeux. Ils ont aussi un rôle très important de détection au niveau de la chaleur ou au niveau du froid. Donc, si les températures normales jusqu'à 35 degrés, nous les percevons comme une température normale, mais si ce sont les températures trop froides ou trop chaudes, c'est tout de suite, ce sont les récepteurs de la douleur qui activent, qui envoient le signal au cerveau, hop, la température a monté trop haut, il faut enlever la main. Mais ça, c'est un système nerveux automatique qui le règle. Nous, notre conscience en prend conscience. Une fois déjà la main est enlevée du fer, par exemple, sinon nous nous brûlerons. Et dès que, par exemple, nous subissons une plaie au niveau de la peau, ça, ce sont les récepteurs de la douleur qui sont activés pour avertir le cerveau qu'il y avait une agression. Alors, parlons également donc au niveau de la barrière cutanée du microbiote. La peau possède son propre microbiote. À l'instant qu'il y a un microbiote intestinal, microbiote des voies respiratoires, microbiote pulmonaire, microbiote par exemple vaginal, au même titre, nous possédons un microbiote, une flore bactérienne commensale qui vit avec nous depuis notre naissance. C'est l'ensemencement de la peau, c'est fait au moment de l'accouchement, au moment où bébé naît. Donc, le mode d'accouchement est primordial parce que si le bébé est né par césarienne, il est mis sur le champ stérile, il peut avoir donc sur lui, il va hériter des microbiotes de la salle d'accouchement, plutôt du bon microbiote de la maman.
qui peut lui garantir un meilleur développement du système immunitaire. Et donc, c'est ce premier contact avec des bactéries au niveau de notre peau, ça conditionne notre système immunitaire parce que premières bactéries, ce sont des bactéries lactiques et bactéries bifides. Ces bactéries-là stimulent les lymphocytes TH1 qui vont dans le sens de tueuse des bactéries et de la tolérance pour ne pas développer d'atopie ou de maladies auto-immunes plus tard. Si nous n'avons pas ces bonnes bactéries dès notre naissance, ça stimule donc d'autres cellules immunitaires qui vont dans le sens d'une hypersensibilité et développement des allergies, puis des maladies auto-immunes. Il y a une étude intéressante qui a été faite avec les enfants des champs et les enfants de ville. Donc les enfants des champs qui sont au contact avec beaucoup plus de bactéries dans leur environnement, qui vont avec la maman dans la grange pour traire les vaches ou dans les champs, ils ont le contact avec beaucoup plus de bactéries. Et leur flore cutanée est beaucoup plus diversifiée que les enfants des villes qui vivent dans l'hygiénisme, dans les milieux complètement stérilisés. Donc, système immunitaire, on va dire, il s'ennuie et donc il se retourne contre son hôte, en fait. Et ça conduit à développement des allergies et des maladies atopiques. Donc, nous avons donc les bactéries, les virus, mais nous avons également sur notre peau des parasites qui vivent avec nous. Ça s'appelle des comment il s'appelle non. Ah, j'oubliais. Bon, ce sont des petits parasites qui vivent avec nous depuis en fait la naissance. Je pense que c'est la maman qui transmet à son enfant de génération en génération. Ce sont des petits parasites qui sont très utiles. Ce sont des acariens, de la famille des acariens qui en fait mangent le sébum, ils mangent les kératinocytes morts. Et donc, ils nous débarrassent le plancher, en fait, des cellules mortes et du sébum en excès. À l'extérieur, eux-mêmes, ils possèdent des bactéries qui digèrent tout ce que mange ce petit acarien, mais ils n'ont pas de système d'évacuation. Donc, au moment où ils meurent, tout leur contenu de leur tube digestif est reversé donc, sur la peau, qui est très irritant et ça crée des réactions inflammatoires qu'on appelle couperose. Alors, donc la peau immunie du système immunitaire pour garantir la barrière immunitaire, la barrière donc défense immunitaire contre les agressions et aussi donc les possibilités de cicatrisation rapide. D'accord? Donc, une fois il y a une agression, un stimuli qui était transmis à la peau, qui est perçue, donc toute une machinerie automatique qui se met en route. Donc, même si déjà il y a un premier stimuli, qu'on va aller au combat, il y a une adrénaline qui monte parce qu'il y a un danger potentiel, donc on peut aller à la chasse et on peut être blessé. Donc, déjà ça suffit pour activer le système immunitaire qui déjà se met en état d'alerte et déjà fait venir sur la peau donc les cellules immunitaires qui pourraient être utiles pour une réparation rapide d'une blessure éventuelle, par exemple les mastocytes. Qui déversent, c'est des mines antipersonnelles, qui déversent toute histamine qu'elles contiennent, qui dilate les vaisseaux sanguins, qui fait sortir donc d'autres cellules immunitaires, donc qui appellent les copains à la rescousse pour au cas où il faudrait intervenir. Donc tout le monde déjà est armé jusqu'aux dents et prêt à intervenir pour colmater la brèche d'éventuelles blessures. Et s'il n'y a rien qui se passe, donc tout le monde remballe. Mais il peut y avoir aussi un phénomène comme ça que rien qu'à penser à une agression, à un stress, vous avez entendu l'expression « ça me donne des boutons ». Eh bien oui, parce que le système immunitaire, il est déjà en alerte rien qu'à une idée de potentiel combat. Parce qu'il y a une mémoire dans la peau et il y a certaines zones qui réagissent donc à une
potentielle attaque sans que forcément cela se produit. Et donc, le cas extrême, c'est le dermographisme. Donc, il suffit juste effleurer la peau légèrement et vous avez déjà toute une boursouflure qui est justement liée à cette réaction au départ de défense. Et de l'autre extrême, nous avons le psoriasis, qu'en cas de stress, donc il y a une prolifération exagérée des kératinocytes pour réparer la barrière, mais qui en fait n'a pas été abîmée par une blessure. Et donc, c'est une réponse inflammatoire mal adaptée. La peau n'aime pas du tout non plus les agresseurs comme soleil, comme alimentation déséquilibrée, l'alcool, le tabac, qui consomment toutes les défenses antioxydantes que nous possédons dans notre organisme, et donc des radicaux libres qui sont fabriqués en excès et pas compensés par des défenses antioxydantes de l'organisme, abîment donc les fibres de collagène dans la peau, qui fait qu'il y a un vieillissement prématuré de la peau, apparition des rides, la peau paraît flétrie, plus vieille que son âge, mais aussi ça conduit donc à une réponse de l'organisme, une réparation des dommages causés, et qui peut conduire donc au carcinome de la peau. Donc ça, c'est au niveau donc de l'épiderme, basocellulaire ou spinocellulaire, parce que ça dépend quelle couche de l'épiderme serait atteinte, ou aussi des mélanomes, où c'est les cellules qui fabriquent la mélanine, se prolifèrent en excès et perdent le contrôle. Et donc, ça peut provoquer donc, une cancérisation. Le stress favorise les maladies de la peau. Ah oui, encore le stress. Ben oui, le stress, le bon stress est utile parce que fuir ou combattre, ça garantit notre survie, prépare la peau à une éventuelle attaque, comme je viens de vous expliquer. Mais le stress prolongé dans notre société, ça peut affecter la peau pendant plusieurs jours parce que c'est codé dans les gènes, c'est comme ça. Et si nous sommes tout le temps stressés, donc nous pouvons avoir des boutons, les rides parce que excès de cortisol sur la peau, donc diminue les défenses immunitaires, affecte donc le collagène, donc dessèche la peau, il n'y a plus de barrière immunitaire, les cernes, la peau est flétrie et parce que nous manquons de sommeil également. Alors, il faut savoir que les kératinocytes sont sensibles à l'horloge biologique. Ils se multiplient beaucoup plus rapidement dans la nuit. Et donc, manque de sommeil lié par exemple par le stress, ils ne perçoivent pas le message d'horloge biologique normale que maintenant l'organisme dort, se régénère, donc il faut proliférer. Ils ont l'impression, si nous ne dormons pas, que ce n'est pas l'heure du dormir, donc ils ne se divisent pas. Et donc la peau se régénère beaucoup moins facilement et les kératinocytes, si c'est prolongé, donc la couche l'externe de la peau est beaucoup moins performante et on a une perte de la fonction barrière. Alors, les maladies courantes de la peau, donc vous avez compris quand c'est le problème des kératinisation si l'affecte donc la couche de l'épiderme, ou c'est un problème de rupture de barrière parce que l'épiderme n'est pas suffisamment imperméable et il y a une pénétration des bactéries ou des allergènes qui provoquent la réaction inflammatoire, ou effectivement les infections de la peau parce que donc la couche la plus externe ne fournit pas sa barrière, le microbiote ne constitue pas une barrière suffisante. Il y a soit le pH, donc l'acidité de la peau n'est pas optimale, ou les bactéries de la peau sont défaillantes, ou là, tout simplement la couche n'est pas suffisamment imperméable et permet donc aux bactéries de s'infiltrer dedans. Donc, kératospilaire, c'est une dermatose qui est très fréquente, qui est simplement liée à l'excès de kératinase
kératinisation, que les petits kératinocytes, quand ils poussent, ils s'infiltrent dans le follicule pileux, dans le canal du cheveu, et ils ressortent sur la peau en excès comme des petites piques. Vous savez, donc dans les cas extrêmes, on appelle le porc à pique, parce que certaines personnes peuvent avoir des petits excès de kératinocytes, du corne, sur la peau. Donc, c'est souvent observé au niveau des bras ou la face postérieure des cuisses ou des fesses. Donc, simplement, il faut hydrater la peau massivement, apporter des bonnes graisses pour que le kératinocyte travaille de façon optimale et que la barrière donc, soit optimale. Nous avons dermatite atopique. Nous avons vu que ça peut être lié encore une fois à la qualité donc, de la couche de l'épiderme non suffisamment protectrice ou l'inflammation mal tournée depuis l'enfance qui démarre au quart de tour en cas de moindre allergène. Où il peut y avoir donc les allergies ou les intolérances qui viennent à la peau qui stimulent cette inflammation. Mais des études depuis quelques années ont fait des progrès et nous sommes aperçus que dans 50% des cas des atopiques, en fait, il y a un petit défaut génétique de sécrétion d'une certaine protéine qui assure la cohésion des kératinocytes ensemble pour qu'ils fassent une barrière. Et donc, la barrière épidermique, hydrolipidique, est beaucoup moins étanche puisque les cellules n'adhèrent pas suffisamment bien ensemble. Et ça se produit, en fait, ce défaut s'aggrave l'hiver. Donc, c'est pour ça les atopiques ont la peau encore plus sèche et encore la dermatose s'aggrave pendant l'hiver. Et avec l'été, les beaux jours, donc on dirait que la synthèse de cette protéine est plus importante. Donc, la barrière est de meilleure qualité et le signes de dermite atopique peuvent diminuer. Le psoriasis, donc ça c'est encore une fois la réaction exagérée à l'inflammation de la peau qui est aggravée par le stress, parce que le stress, donc c'est l'excès de cortisol qui, cet effet inflammatoire, stimule la réponse inflammatoire sur la peau et donc pareil, encore une fois, trop de kératinocytes qui arrivent à la maturation et à cette inflammation au niveau de la couche basale de l'épiderme qu'il faut juguler. Donc, le mécanisme immunologique ou dégénératif, donc ça, c'est le vieillissement de la peau et les cancers, ça, concerne plutôt le derme. Et encore une fois, les aliments phares qu'il faut avoir en tête pour ce genre de dermatose courante, c'est mieux gras. Donc là, pour ça, je vous ai mis la photo avec les matières grasses donc et des vitamines qui se trouvent notamment dans les légumes à feuilles. Donc, nous arrivons vers l'alimentation optimale de la peau. Avant tout, c'est l'hydratation. Certes, nous perdons de la sueur tous les jours, nous avons des pertes hydriques, donc il faut les compenser, mais la peau a besoin d'être hydratée aussi de l'extérieur, mais une partie infime de l'eau, l'externe, pénètre à l'intérieur, mais elle a besoin d'être surtout nourrie de l'intérieur, parce qu'au fur et à mesure que l'épiderme se renouvelle, les kératinocytes ont besoin d'être bien hydratés pour que la couche hydrolipidique soit optimale. Ensuite, le derme a besoin aussi d'être bien hydraté. L'acide hyaluronique a besoin d'être gorgé d'eau pour que la peau puisse être bien élastique et bien tendue. S'il y a une déshydratation, nous l'apercevons très vite. Donc, le fameux pli cutané, chez les personnes très hydratées, donc, il suffit de prendre entre deux doigts la peau sur l'avant-bras. Si le pli reste, ça veut dire que la peau est déshydratée. Il faut s'hydrater. Donc, nous le voyons souvent aussi après la fatigue. Ça s'appelle aussi déshydratation de la peau. Parce que nous voyons que nous avons les traits tirés, la peau n'est pas bien, hein, donc c'est un réservoir d'eau. Si nous n'avons pas une alimentation optimale et nous avons, pour des raisons X ou Y, nous n'avons pas pu nous hydrater suffisamment, donc sur la peau, ça se voit directement.
Ensuite, comment faire pour avoir une belle peau? Eh bien, c'est toujours à peu près la même consigne qui revient. Donc déjà, pour la structure, apporter les protéines de bonne qualité, végétales ou animales, pour qu'on puisse avoir une synthèse de collagène et de kératine suffisante. Kératine, donc ça c'est pour l'épiderme, aussi pour les fanères, pour les ongles et pour les cheveux. Euh, si nous consommons le bouillon d'os ou de cartilage, nous allons avoir un apport en collagène suffisant. Ou sinon, donc, la kératine, si nous consommons par exemple le poisson avec l'air peau, ou le poulet a toujours un peu de kératine dans les cellules donc, de la peau des animaux que nous pouvons consommer. Autrement, il faudrait en apporter en complément. Du bon gras, du mieux gras, donc très riche en oméga 3 issus donc des poissons, ou oméga 3 issus d'huiles de matières végétales comme huile de bourrache, l'huile d'onagre, nous avons huile de colza pour la qualité des membranes et aussi donc le rôle anti-inflammatoire, ça module le système immunitaire, ça module la réponse inflammatoire par des médiateurs cellulaires de l'inflammation. Ce sont les modules, vous savez que c'est toujours pro et anti-inflammatoire. Donc, si nous n'avons pas de graisse oméga 3, c'est l'inflammation qui prend le dessus. Si nous apportons les oméga 3, donc nous compensons cette réponse pro-inflammatoire en équilibrant. Et puis, donc, par exemple, les dermatoses chroniques, style atopie, allergie, elles pourront mieux cicatriser, mieux se résorber parce qu'il n'y a plus de cette stimulation inflammatoire. Les fruits et légumes riches en antioxydants et vitamines sont incontournables. Il faut 200 grammes de légumes par 20 grammes de viande, 20 grammes de protéines pour compenser déjà donc, de l'acidité. Et pour avoir tous les polyphénols caroténoïdes, donc ici c'est lycopène, vitamine A, vitamine de groupe B, vitamine C, il y a aussi de la vitamine E qui sont donc antioxydantes indispensables au bon fonctionnement de la barrière donc cutanée. Si ce n'est que fonctionnement donc kératinocyte pour la barrière hydrolipidique, mais également au niveau du derme pour la bonne synthèse du collagène. Donc, la vitamine C est indispensable pour les fibres du collagène. S'il manque de la vitamine C, c'est le scorbut. Ça, c'est les gencives qui saignent parce que la synthèse du collagène ne se fait pas jusqu'au bout. Il y a une autre maladie de peau qui s'appelle la pellagre. C'est le manque de la vitamine B2 dans la peau. Et donc, c'est indispensable également pour la synthèse des cellules de la peau. Et la vitamine A protège donc des effets du soleil et assure la bonne kératinisation de la peau. Alimentation donc riche en fruits et légumes joue aussi sur la détoxification, sur le foie, pour optimiser l'élimination des toxines de l'organisme. Donc ici, c'est important, la qualité du sébum est importante. Donc pour les ados, par exemple, qui ont un excès de synthèse du sébum par l'excès d'hormones au niveau depuis l'adolescence, donc s'ils consomment beaucoup d'oméga 3, eh bien, la qualité déjà du sébum, elle sera meilleure et ça sera moins inflammatoire, d'accord? Donc l'excrétion du sébum se fera de façon plus optimale. Les produits laitiers également sont difficiles à digérer, intoxiquent l'organisme et donc peuvent favoriser l'apparition de l'acné. L'acné, en fait, c'est une maladie qui arrive au changement en fait de moment de vie. Donc, apparaît à l'adolescence, pas de façon complètement hasardeuse, mais c'est le passage dès l'adolescence, dès l'enfance en fait, vers l'âge adulte. Ça arrive souvent, bon, l'environnement, alimentation, évidemment, a son rôle, mais c'est plus prononcé, par exemple, chez certains enfants qui sont un peu timorés et qui se cachent un peu derrière, ils voudraient rester un peu dans l'enfance et ils ont un peu du mal à passer encore dans le monde adulte.
et ça peut favoriser, ça s'exprime à la peau. Et donc, ça leur fait une petite barrière supplémentaire pour rester encore un peu dans leur mode d'enfance, ne pas aller trop vers le monde d'adulte. Euh, donc, on le dit que c'est les hormones, mais en fait, le psychique et le physique se rejoignent et pour comprendre vraiment tous ces phénomènes, je pense que ça explique pas mal. Évidemment, prendre soin de son microbiote. Donc, l'éviter les aliments trop sucrés, ultra transformés, les produits laitiers, quand je vais vous dire, parce que ça acidifie trop le milieu. Ça favorise donc la prolifération de certaines bactéries qui perturbent donc la flore commensale au niveau de la peau et prolifération des bactéries justement inflammatoires. Ne pas oublier les nourritures essentielles, sourire, qui est indispensable. Le contact humain est indispensable pour notre bien-être. J'aurais dû vous mettre encore le toucher parce que ça apaise, ça a une action déstressante, le toucher, et ça peut aussi d'avoir un contact physique proche. Ça permet donc de l'éveil du niveau du stress et ça apporte du bien-être. L'activité physique, évidemment, pour la circulation du sang, pour le bon fonctionnement de tous les systèmes, est indispensable. Il ne faut pas oublier de bien dormir. Le sommeil réparateur avant de la première partie de la nuit, donc entre 22 heures et minuit, est primordial pour la récupération de l'organisme. Donc là, vous avez vu, les kératinocytes s'y multiplient davantage la nuit. Donc dès qu'on s'endort, la peau se régénère, donc a besoin de bien dormir et pour avoir un teint frais et reposé le matin. La méditation aussi pour la sophrologie pour diminuer le stress est très importante pour diminuer le taux de cortisol. Nous avons quelques plantes qui sont très intéressantes pour les problèmes de la peau. On va commencer par aloe, Aloe vera barbadensis. C'est un cactus mexicain à l'origine qui maintenant qui pousse à peu près partout, on peut même le cultiver à sa maison, qui est très riche en fait en protéines, en polysaccharides, en vitamines et en antioxydants. C'est vraiment, il a une action très complète, un véritable couteau suisse, il peut presque tout faire, c'est aloe vera. Premièrement, en application locale, il peut maintenir l'hydratation de la peau ou même pris donc le poulpe, il peut également participer à l'hydratation de la peau. Il a une bonne action stimulante sur le système immunitaire dans le sens de lymphocytes T natural killer. Ce sont ceux qui nous défendent contre les bactéries. Donc, stimule dans le bon sens. Ce sont les polysaccharides qui sont contenus dans aloe vera qui font ça. Il a une action antioxydante, anti-radicaux libres qui permet meilleure régénération de la peau. Donc, ça, c'est plus au niveau donc, du derme. Stimule la synthèse du collagène, donc permet une cicatrisation de la peau blessée et diminue le risque infectieux puisqu'il a son action anti-inflammatoire et antibactérienne. Il est également efficace sur une multitude de bactéries, du virus, y compris le virus de herpès, qui permet donc de diminuer la charge bactérienne au niveau de la peau. Nous avons aussi la figue de Barbarie qui est très intéressante en particulier dans les problèmes de cheveux, mais pas que. Au niveau de la peau, c'est très intéressant aussi quand on a un excès d'hormones puisqu'elle agit sur alpha-réductase de testostérone, donc qui diminue cette aromatase qui va dans le sens de la testostérone active qui stimule donc la sécrétion du sébum ou qui peut, chez les messieurs, faire exagérer la chute de cheveux quand il y a trop de testostérone, ou d'ailleurs chez les femmes aussi. Deux fois, donc les dames qui ont un petit peu la barbe, c'est excès de testostérone, une chute des cheveux chez la femme par l'excès de testostérone. Par exemple, quand le foie est trop chargé, cas de stéatose hépatique, ça peut aussi donc donner cet excès de pilosité
Et la figue de Barbarie possède cette fonction qui permet de réguler tout ça. Donc, évidemment, c'est riche en vitamines, minéraux, antioxydants. Et les pépins donc, de fruits de figue de Barbarie contiennent beaucoup d'acides gras oméga 3. Donc, ça, c'est en application locale ou en action, donc en péros, propriété cicatrisante et anti-âge. Donc, on peut l'utiliser pas uniquement dans les problèmes de pilosité, mais aussi dans l'acné, ou psoriasis ou eczéma. Voilà. Donc, chez Duolife, nous avons ce qu'il faut. Il y a une très vaste gamme de produits qui sont utiles pour la peau. Donc, le produit phare, c'est aloe. On peut presque tout faire avec cet aloe. Donc, moi, je vous le conseillerais à 50 millilitres par jour pour venir à bout des problèmes de peau comme acné, comme eczéma, comme les problèmes d'infection récidivante pendant au moins 2 mois, parce que déjà 1 mois, il faut que la peau se régénère, donc depuis la couche basale jusqu'à la desquamation de l'épiderme, il faut 1 mois. Donc, à conseiller de prendre pendant au minimum 2 mois. Le aloe est vraiment très très efficace pour les problèmes du peau, avec un peu d'origan qui a une action antibiotique, on va dire, sur la surface de la peau. Collagène pour la régénération du derme, avec du silice de pousse silicium de pousse de bambou ou d'ortie qui permettent donc la meilleure réminéralisation de la structure du derme pour la meilleure solidité, élasticité et fonction barrière. Couplé avec acide hyaluronique et la vitamine C. Donc ça, c'est un produit optimal pour la cicatrisation, la régénération de la peau. Pour les cheveux, pour les problèmes de pilosité, Kératine Hair Complex, c'est un produit fabuleux. Donc, il y a toute une gamme. Il n'y a pas uniquement le liquide. On a aussi le shampoing et le soin pour les cheveux qui, au niveau local, permettent donc de garantir l'élasticité du cheveu, le protéger des agressions extérieures parce qu'il lisse les écailles qui se trouvent à la surface du cheveu, donc permettent la meilleure résistance du cheveu. Et pris en liquide Péros, ça favorise la repousse de cheveux parce que la figue de Barbarie qui est contenue avec toutes les anti-inflammatoires, il y a des lamlas qui permet donc de régénération du cheveu, fournit tous les micronutriments essentiels, beaucoup d'antioxydants pour que le bulbe soit vraiment bien nourri, bien préservé, pour que les kératinocytes qui forment cette kératine puissent être nourris de façon optimale et s'égorger de la kératine liquide solubilisée qui est facilement assimilée par le système digestif, par notre intestin. Elle arrive directement au niveau des kératinocytes qui en profitent, qui se gorgent de cette kératine et ça assure donc déjà le cheveu, mais en même temps on va améliorer aussi la qualité de la peau puisque les kératinocytes pour faire l'épiderme aussi en ont besoin. Et le dernier arrivé dans la gamme de Duolife, ce sont les produits L'Azizel. La capsule, c'est un petit bijou technologique. Elle contient, donc ça c'est la fonction anti-âge par excellence, la capsule biphasique, donc parce qu'elle contient de l'huile de bourrache pour la meilleure nutrition de la peau, vous avez vu, pour l'élasticité et la qualité de la peau, action anti-inflammatoire. Elle régénère la peau et permet donc le lissage des rides, mais l'Azizel contient exactement ce qu'on appelle les phytocéramides. Ce sont des substances extraites du blé tendre qui
qui participe à la formation de fameux film hydrolipidique qui fait l'étanchéité de notre barrière de la peau. Donc, s'il y a des rougeurs de la peau un peu qui traînent, qu'on a du mal à la peau un petit peu rouge, irritée, qui est un peu sèche, qu'on a du mal avec les crèmes, le produit L'Azizal, c'est vraiment un petit bijou que nous pouvons, donc, pendant 2 mois, permettre de la régénération complète de la peau, couplée au collagène. Ça pourrait être vraiment excellent pour le renouvellement de notre peau, toute belle et 10 ans en moins. Voilà, donc là, pour finir, je vous montre toute la gamme de produits Duolife qui sont en fait, selon les problèmes de peau qui pourraient être présents, je ne pourrais pas les détailler tous parce qu'il y en a tellement, mais en fonction des besoins particuliers, on peut répondre à la demande du patient. Mais déjà, Aloès, Liquid Gold, puis vitamine C éventuellement et chlorophylle chez les personnes qui ont une odeur un petit peu désagréable au niveau de la sueur. Ça permet d'agir au niveau de la fonction détoxification et la fonction neutralisation des mauvaises odeurs. Par la chlorophylle, ça c'est vraiment très intéressant. Si on a besoin de détoxifier l'organisme, donc là, jour et nuit qui sont là, mais Liquid Gold, comme je vous ai parlé souvent, donc les graisses sont indispensables à cette barrière cutanée, à notre film hydrolipidique, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, merci.